travers la glace du resto-bar, télétransportable réfrigéré, on voyait 4 étagères de hors-d'œuvre d'un côté et plusieurs bouteilles de champagne de l'autre. Octavio fit pivoter son siège, toucha la vitre, qui s'ouvrit au contact de ses empreintes digitales, et saisit une deuxième bouteille. Je ne t'en offre toujours pas, hein? Il ôta son nœud papillon. Il avait chaud. Il jouait depuis plus de 4 heures un match en 7 parties semi-rapides. Octavio avait gagné les 2 premières et la petite les 2 suivantes. Ensuite, une chacun. La septième serait décisive. Jamais il n'avait réussi une telle performance, tenir la dragée haute à un élo de 2700. Mais il en était à sa deuxième bouteille de champagne. Il avait si chaud. Il ne cessait pas de boire et ses idées commençaient à se brouiller. Parfois, il faisait feu d'un coup de colle sur les hors-d'œuvre et par la magie de la téléportation, ils étaient remplacés par des poulets dorés, des hamburgers ou des filets de sole à la confiture. Octavio avait vaguement commencé à grignoter un hamburger, mais il n'avait pas vraiment faim, soif seulement. La petite ne disait rien, elle ne commentait pas le comportement de son partenaire. Elle jouait, et elle jouait bien, mieux que Dora, évidemment avec un élo de 2700. On voyait qu'elle avait assimilé les stratégies des plus grands maîtres contemporains, l'américain Julius Dobson, le russe Yuri Karzenkov et le jeune prodige français Chris Grenier. De temps en temps, pour se relaxer sans doute, elle quittait des yeux l'échiquier et, la tête levée, exactement à la manière de Dora, elle fixait longtemps un point de l'espace. C'est ainsi qu'elle délaçait son esprit dans une attitude contemplative, bien éloignée de la méthode d'Octavio qui lui préférait se lever et marcher dans le bureau à grandes enjambées. Oui, cette Gwendoline se détendait comme Dora. C'était une marque de fabrique, en somme, mais Dora avait plus de classe, plus d'élégance, infiniment. Elle arrivait au rendez-vous en robe de soirée, avec un décolleté charmant. Elle était cultivée. Par exemple, jamais elle n'aurait confondu un tableau du XXe siècle et un autre du XVIIe, un Picasso et un Georges de la Tour. Alors que cette gamine, sans doute était-elle du genre à croire que la Pirée était un homme, Octavio fit sauter le bouchon d'une troisième bouteille de champagne. Je t'en offre toujours pas, c'est pas? Elle ne prit pas la peine de répondre. C'était à lui de jouer. Sa position était catastrophique. Elle décida de faire quelques pas pour retrouver ses esprits. Il n'aurait pas dû boire autant. Il eut du mal à se mettre debout. Il ne marchait plus très droit, mais tant bien que mal, il se trouva devant le miroir. Pourquoi fallait-il donc qu'il revienne toujours vers ce satané miroir? Parce qu'il se sentait infiniment laid, parce que cette laideur qu'il traînait depuis 65 ans l'humiliait et le fascinait à la fois. Pauvre vieil Octavio, les autres humains ont eu droit à 4 millions d'années pour se faire une beauté. Toi, tu es tombé directement du singe par la voie express, sans étape. Voilà la réalité, mon pauvre vieux. Tu étais, tu es, tu seras laid, toujours un peu plus qu'hier et un peu moins que demain. Il n'en crut pas ses yeux. Est-ce qu'il avait rêvé ce qu'il venait d'entrevoir dans la glace pendant une fraction de seconde? La gamine avait bougé une de ses pièces. Il se retourna d'un bloc, vacilla, avança, poing serré, elle avait les mains sur les genoux. Tu as triché. Elle tourna les yeux vers lui, elle parut hésiter, un très court instant, mais elle avait hésité, c'était évident. Puis elle répondit avec aplomb. Non, monsieur Roy, je t'ai vu, mon cavalier n'était pas là, à vous. Non, monsieur, tu as triché, je te dis, et en plus tu mens. Il tituba, se retint des 2 mains au-dessus de son siège, il le pressait si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans le cuir. Face à lui, la petite demeurait silencieuse, ses yeux brillaient. Est-ce qu'elle pleurait ou est-ce qu'elle souriait pour se moquer? Tu crois que je suis soûl? Hurla-t-il. Tu veux me rouler parce que tu me crois soûl? Moi? Me rouler? Moi? Mais espèce de sale! Il sentit la rage naître au creux de sa poitrine et monter. Fulgurante, impossible à maîtriser, son esprit embrumé se brouilla totalement. Déjà, le code était dans sa main, comme s'il y avait sauté. Octavio composa le code. C'était un code à 7 chiffres, assez difficile à mémoriser, assez lent à composer pour que l'utilisateur ait le temps de réfléchir à ce qu'il faisait. Car ce code donnait accès à la seule fonction irrémédiable de la clé, la fonction mortelle.
Octavio composa le code en 3 secondes environ, tendit le bras et tira presque à bout portant dans la poitrine de l'enfant. Elle fut projetée hors de sa chaise et elle roula sur le carrelage en poussant un cri terrible. Un cri démesuré qui emplit toute la pièce et se prolongea. Elle se retrouva sur le dos, geignant doucement. Durant un court instant, son avant-bras fut pareil au col d'un cygne. Puis il claqua contre le carrelage, paume vers le ciel, et la petite joueuse d'échecs demeura définitivement immobile et silencieuse. Dans l'entonnoir que la balle avait créé, on voyait une bouillie de plastique fondu, des câbles sectionnés, des cristaux noircis. Une âcre odeur se répandait, quelques étincelles chointèrent. Lorsqu'Octavio sortit de son hébétude, il se demandait s'il avait rêvé les secondes qui venaient de s'écouler. La sueur coulait à son front, ses oreilles teintaient encore du cri terrifiant, et qui avait duré si longtemps comme s'il avait été récupéré par la maison tout entière. Jamais il n'aurait imaginé qu'une androïde puisse pousser un tel cri. L'arme était encore dans sa main, il la posa sur l'échiquier, il tremblait. Il s'approcha à petits pas du corps étendu, les yeux bleus, que la terreur avait quittés, semblaient fixer quelques points invisibles dans l'espace, les lèvres étaient entr'ouvertes, la musette avait laissé échapper son contenu, un ourson en peluche, tout blanc, qui avait un ruban au cou. Octavio cognait ses poings l'un contre l'autre. Tout cela était triste et bête. Rien ne serait arrivé si Dora n'était pas tombée en panne. C'était la faute de l'agence. Elle n'avait pas fini de l'entendre, celle-là. Toute la maison d'Octavio avait été conçue par les domoticiens de l'agence locale de l'Andro Idéal. L'agence avait empoché ses millions de dollars. Il était son meilleur client. Elle lui devait des comptes. Il n'avait pas demandé à recevoir une gamine, même une gamine estimée à 2700 hello. Si Dora, ah oui, Dora, sûr qu'il n'aurait jamais tiré sur Dora, bien qu'elle fût aussi une androïde, parce que Dora n'avait pas été conçue de la même manière. Elle avait de la culture, de la classe, de la séduction. Elle savait reconnaître un Picasso. Elle ne mentait pas, ne trichait pas. Bon Dieu, avait-on idée de tricher quand on possédait un indice Elo de 2700 points? Qu'est-ce qui lui était passé par la tête à cette môme? Au fond, elle avait bien cherché ce qui lui était arrivé. Il n'allait tout de même pas verser des larmes sur une vulgaire machine. Ce n'était pas de la chair qu'il avait abîmé, seulement du métal, du similicone et du cristal d'Erax. L'agence de l'Andro Idéal recyclerait les restes en plaques d'égout ou en pince à épiler, voilà tout. Il respira profondément, il ne se sentait pas bien, à cause du champagne, à cause des yeux de la jeune morte aussi, qui étaient si bleus et si vides. Ce regard était tellement accusateur. Était-ce vrai que l'androïdéal utilisait des cellules humaines pour rendre les yeux de ces androïdes plus brillants, plus vivants? Bah, il n'avait jamais creusé la question, et puis ce devait être légal de toute façon. Il alla chercher la serviette qui entourait son hamburger et cacha ce regard qui le mettait mal à l'aise. Assez bêtement, il éprouva le besoin de déposer le nounours sur la poitrine blessée et il croisa par-dessus les bras de l'enfant. La peau de l'andro était encore chaude. Des atomes continuaient de s'agiter dans les circuits sans doute. Le regard d'Octavio tomba sur la plaque de métal que la petite portait au bout d'une chaînette. Elle indiquait son matricule EA 471 2054 427 AI CA Gwendoline. La petite androïde était toute neuve. Elle était sortie des chaînes de montage à la fin du mois d'avril, le 27. Jamais peut-être elle n'avait servi avant ce soir. Octavio n'osa pas récupérer la plaque. Il aurait fallu manipuler la tête de l'enfant pour trouver le fermoir. Il ne s'en sentait pas le courage. Il s'affala, hébété dans son fauteuil. Le cri d'agonie résonnait encore dans ses oreilles. Peu après, comme il allait ouvrir une baie parce qu'il avait envie de respirer un peu d'air frais, il se rendit compte que les volets électriques du bureau étaient abaissés. Curieux, il ne se rappelait pas avoir commandé leur fermeture. Il saisit son revolver et tira. Les volets ne remontèrent pas, comme ils auraient dû le faire. Peut-être le projectile, tout à l'heure, avait-il ricoché après avoir traversé la poitrine de l'enfant et endommagé certains capteurs installés ici ou là. À la suite de quoi, les volets étaient descendus. Cela avait dû se produire durant son moment de torpeur, et c'est pourquoi il n'avait rien remarqué. Il décrocha un téléphone pour avertir Stanley. Il fallait enlever le corps et prendre contact avec l'agence de l'Andro Idéal afin
afin qu'elle procède rapidement à la réparation des volets. Pas de tonalité. Octavio essaya sur 2 autres téléphones de la pièce. En vain. Même le téléphone logé dans sa montre ne fonctionnait pas. Il s'essuyait le front. La panne était plus grave qu'il ne l'imaginait, puisque les liaisons avec les satellites étaient coupées. Cette chaleur, est-ce que la climatisation fonctionnait encore? Max, lui, il pourrait expliquer. Octavio alla vers le miroir et tira. La lampe merveilleuse apparut. Plusieurs secondes s'écoulèrent. Max, Max, tu m'entends? Réponds, bon Dieu. Max n'entendait pas. Il n'apparaissait pas. Octavio sentit son cœur battre très vite. Il tira à plusieurs reprises contre le miroir, mais celui-ci était gelé sur l'image de la lampe et il ne donnait plus accès aux autres écrans de la maison. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pas de téléphone, pas moyen de faire des signes aux gardes de la plage, puisque les volets étaient fermés. Et cet écran vide. Octavio n'était pas claustrophobe, mais un bizarre sentiment le saisit. Il jeta des regards inquiets autour de lui dans le vaste bureau. Il faillit arracher son nœud papillon, oubliant qu'il l'avait déjà fait. Alors, il ouvrit largement le col de sa chemise et marcha jusqu'à la porte de chêne. Le cœur battant fort, pendant quelques secondes, il demeura immobile devant cette masse monumentale, la bouche sèche, la gorge nouée, dans un silence qu'il prolongeait comme s'il avait voulu repousser l'instant fatidique. Il n'y tint plus, il fallait vérifier ses pressentiments horribles. Oh! Dit-il d'une voix mal assurée. La porte s'ouvrit sans problème. Octavio éclata d'un rire nerveux du revers de la main. Il essuyait son front ruisselant. Ouf! Il n'y avait pas péril en la demeure. Il s'était fait des idées à partir de pas grand-chose. Il quitta son bureau. La porte se referma derrière lui. Maintenant, il s'agissait de sortir de la maison, d'avertir les gardes et de réveiller Stanley, qui habitait une maisonnette dans le parc. Octavio tira sur le fauteuil, qui ne bougea pas. Il insista en vain. Incompréhensible, certains éléments du système étaient en panne, mais d'autres, comme le mécanisme de la porte, n'avaient pas été atteints. L'éclairage fonctionnait aussi, au moins en partie, puisqu'il y avait de la lumière dans le bureau et dans ce couloir. Il se passerait du fauteuil taxi, et il marcherait un peu. Comme il avait parcouru quelques mètres, il s'immobilisa soudain. Des bruits se faisaient entendre dans le bureau, qu'il venait juste de quitter, derrière la porte de chêne qui s'était refermée. Des bruits discrets, difficiles à identifier. Il rebroussa chemin à pas de loup, et retenant son souffle, il colla l'oreille contre la porte. Aucun doute, quelqu'un marchait de l'autre côté, et ce quelqu'un chuchotait, ou peut-être bien qu'il y avait 2 personnes, l'une qui marchait et l'autre qui chuchotait. Mais qui? La sueur gonfla au front d'Octavio, pour essayer de saisir quelques mots de ces chuchotements. Il écrasait son oreille contre le bois à se faire mal, et il écarquillait les yeux, ce qui était idiot. Son cœur s'emballa à nouveau. Était-ce de la terreur qu'il ressentait, ou bien une espèce de joie? Il lui parut que ces 2 sentiments se mêlaient de façon indissociable. Oh! Cria-t-il, à bout de patience. D'un coup, les chuchotements cessèrent. Le silence dura 3 ou 4 secondes, puis il y eut d'autres bruits, frôlements, respirations, gémissements étouffés. Oh! La porte ne s'ouvrait pas. Octavio tambourina avec le gras du poing, hurla. Gwendoline, petite, réponds-moi, Gwendoline. Rien. Il répéta le mot de passe 10 fois, sur tous les temps, parce que son empreinte vocale, modifiée par l'émotion, risquait de n'être pas identifiée du premier coup. La porte ne s'ouvrit pas. Le système de sauvegarde par reconnaissance de ses empreintes digitales ne fonctionna pas non plus. Alors il composa sur le revolver le code destiné à suppléer aux défaillances des systèmes précédents. Il tira. Le rayon fut sans effet. De l'autre côté, à présent, il n'y avait plus aucun bruit. Octavio laissa échapper un cri étranglé. Il voulait savoir. Il fallait trouver de quoi défoncer cette porte. Tournant les talons, il se mit à courir comme un fou. Il s'arrêta au bout du couloir, les yeux fermés, une main sur sa poitrine. Il demeura adossé à la paroi, haletant et douloureux. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il découvrit la chose abominable, impensable, face à lui.